Alors, dans ce paragraphe, nous allons voir la loi de Mariotte. Alors, cette loi ne concerne que les gaz. On verra que la deuxième loi qu'on verra ne concernera, elle, que les liquides. Alors, les gaz ont la propriété d'être compressibles, et ça veut dire que leur volume peut changer et va dépendre de la pression. Donc, on a un lien entre le volume et la pression. Alors, à température constante, donc là, on laisse le paramètre de la température fixé. On choisit une quantité de matière, donc en mol, je vous rappelle, de gaz donné. Rassurez-vous, on ne fera pas intervenir les mols dans ce calcul, mais il faut savoir que la vraie formule fait intervenir la quantité de matière, le nombre de mols. Donc le produit de la pression par le volume est constant. Donc ça se traduit par PV égale constante. P fois V égale constante. Alors, ça veut aussi dire que la pression d'un gaz est inversement proportionnelle à son volume, puisque si je veux que le produit P fois V reste constant, si la pression augmente, forcément le volume doit diminuer pour compenser l'augmentation de pression, pour que le produit des deux reste constant. Donc, on va avoir, quand le volume V d'un gaz diminue, sa pression augmente. Donc tout simplement, comme dans le TP avec l'expérience de la seringue, quand vous appuyez sur le piston de la seringue, son volume diminue et donc vous avez constaté en expérience que sa pression augmente. Alors ça marche évidemment dans l'autre sens, quand vous tirez sur le piston de la seringue, son volume augmente et sa pression diminue. Alors cette constante qui est notée, en réalité, ça n'est pas une constante universelle, donc ça veut dire qu'on ne vous la donnera jamais dans la consigne. Ça n'est pas une donnée de l'énoncé, parce qu'elle dépend de beaucoup de choses. Alors en fait, il faut traduire la loi de Mariotte en considérant le gaz dans l'état initial, où la pression, on donne des numéros pour faire la différence entre les cas, entre le début et la fin. Donc au début, l'état initial, on va appeler la pression P1 et le volume V1. Ça c'est avant par exemple que vous poussiez sur le piston. Et à l'état final, la pression vaut P2 et V2. Et on va écrire, puisque c'est une constante, cette constante va être la même au début et à la fin. Donc la P1 fois V1 va valoir la même chose que P2 fois V2 à l'état final. Donc on peut écrire cette égalité P1 fois V1 égale P2 fois V2. Donc ça vous fait 4 grandeurs. Donc typiquement en exercice, on vous en donne 3, il faut calculer la quatrième, que ce soit P1, V1 ou P2 ou V2. Alors attention, il faut s'adapter aussi aux notations de l'exercice. Les indices, donc les petits chiffres là que j'ai indiqués, 1 et 2, peuvent varier suivant l'énoncé de l'exercice. Alors, c'est-à-dire que là, j'ai mis 1 et 2, mais on a des exercices où ça peut être 0 et 1. Alors, ça peut être 0, 1 et 2, suivant s'il y a un état, 2 états, 3 états. Il faut s'adapter aux données de la consigne. Sachant que l'état initial a toujours un numéro plus faible que l'état final. Il faut quand même rester logique. Alors, d'où vient le nom de loi de Mariotte? Donc cette loi a été découverte en premier, il faut lui rendre hommage, par Robert Boyle, donc qui est un physicien et chimiste irlandais, et elle a été redécouverte indépendamment de Boyle par Edme ou Edme, je ne sais pas vraiment comment ça se prononce en fait, donc Mariotte, qui est un physicien et botaniste français. Donc à l'époque, on n'avait pas Internet, donc ça veut dire qu'une découverte était faite sur des pays voisins sans qu'on ait connaissance que l'un l'ait découvert avant l'autre. Il y avait des publications scientifiques, mais ça prenait beaucoup de temps. En plus, si c'était dans une langue étrangère, c'était une barrière de plus. Donc au début, on appelait ça la loi de Mariotte, mais on lui rend parfois hommage en l'appelant loi de Boyle-Mariotte. Et en Angleterre, dans le monde anglo-saxon, ils appellent ça la loi de Boyle, donc Mariotte est complètement oubliée. Et en France, on préfère loi de Mariotte. Je ne sais pas pourquoi. C'est un petit peu bizarre.
Donc il y a souvent des controverses comme ça sur certaines lois pour savoir qui l'a découvert avant l'autre, hein. Il y a parfois, ça arrive, des usurpateurs. Donc, et puis des fois, ils l'ont tout simplement découvert indépendamment sur plusieurs pays en même temps. Alors, la deuxième remarque qui est sur la page 4, elle nous indique que cette loi de Mariotte, attention, est un modèle qui décrit correctement les gaz aux faibles pressions. Donc pour des pressions importantes, il existe d'autres modèles, puisque cette loi de Mariotte va un peu moins bien marcher pour des fortes pressions. Alors, petite application, donc on place 50 cm3 d'air à pression atmosphérique, donc 1013 hectopascales, vous avez déjà les deux données de l'état initial, et on vous demande de calculer la pression de l'air dans la seringue quand on le comprime jusqu'à un volume de 30 cm3. Donc là, vous avez en fait trois données, le volume à l'état initial, le volume à l'état final et la pression à l'état initial. Et sans même lire la consigne, je sais qu'on va me demander la pression à l'état final. Alors, il faut bien, dans ce type d'exercice, c'est pas très compliqué, mais il faut bien préciser l'état initial, l'état final et quelles sont ses grandeurs. Donc, P1 égale 1013 hectopascales, pression atmosphérique, V1 égale 50 cm3, P2, point d'interrogation, je le recherche. Alors, si P1 est en hectopascal, P2 sera en hectopascal, et V2, c'est 30 cm3. Donc ça, c'est une première chose à faire pour ne pas s'emmêler les pinceaux. Vous pouvez très bien décider vous-même des indices que vous allez mettre. Là, ils ne sont pas indiqués dans la consigne. Donc là, par exemple, j'ai 1 à l'état initial et 2 à l'état final. Alors, je pourrais, si j'avais du temps à perdre, convertir ces unités dans les unités officielles, c'est-à-dire en pascal pour la pression et en mètres cubes pour le volume. Mais on va voir que dans cette formule, on peut très bien laisser ces grandeurs dans les unités qui sont indiquées, c'est-à-dire des centimètres cubes et des hectopascales. La seule conséquence sera que la pression à l'état final sera forcément en hectopascal si elle était en hectopascal au début. Parce que les unités en fait vont se simplifier à l'intérieur du calcul qu'on va faire. Donc on peut laisser ces unités, car les unités de volume vont s'annuler, vont se simplifier, et la pression P2 sera en hectopascal. Donc là, vous devez partir de P1 fois V1 égale P2 fois V2, et on cherche P2. Donc P2 va être égal à P1 fois V1 divisé par V2. Donc P1, je laisse 1013, V1, c'est 50 cm3, V2, c'est 30 cm3, on fait l'application numérique et on va trouver 1,7 fois 10 puissance 3 hectopascal, donc en hectopascal comme je l'ai dit. Alors pourquoi 1,7 fois 10 puissance 3 et non pas 1700? Tout simplement parce que j'applique les chiffres significatifs, puisque au minimum ici j'ai deux chiffres significatifs, donc je dois noter le résultat avec deux chiffres significatifs, donc 1,7. Donc on constate que la pression, elle est passée de 1013 à 1700. Donc la pression a augmenté, ce qui est logique puisque le volume a diminué. Donc le gaz est comprimé, son volume diminue, donc sa pression augmente. Si vous obtenez une pression inférieure à 1013, c'est que vous vous êtes trompé dans le calcul. Alors maintenant, le dernier paragraphe concerne la loi fondamentale de la statique des fluides. Donc cette loi fondamentale, elle concerne ce qu'on appelle la statique des fluides, mais en réalité, elle concerne les fluides incompressibles, c'est-à-dire uniquement les liquides et au repos. Donc c'est pour ça qu'on parle de statique des fluides. Statique, c'est quand ça ne bouge pas. La statique des fluides, c'est que quand les fluides ne sont pas en mouvement, donc on considère que le mouvement est arrêté. Alors quand le liquide, petite remarque, s'écoule ou bouge, on va parler à l'inverse de la statique, on va parler de la dynamique des fluides. Et cette notion sera vue en spécialité physique en terminale. C'est une notion qui est assez compliquée, je ne vais pas vous le cacher.
Alors, il y a une constatation que vous avez peut-être déjà faite qui est relativement simple, c'est que quand on plonge au fond d'une piscine ou au fond d'un océan ou de la mer, même si c'est un peu plus agité, on constate que au fond de la piscine, la pression va être plus importante. Donc ça va plus s'appuyer sur les oreilles, hein, on va le ressentir physiquement, et les plongeurs, eux, le ressentent énormément, hein, puisque on va même avoir des précautions à prendre pour éviter d'avoir des accidents de plongée. Donc il y a une constatation, c'est que la pression d'un liquide va augmenter avec la profondeur. Plus on va s'enfoncer au fond de la piscine, plus la pression va être importante. Donc sur le petit schéma qui est ici, alors on va repérer l'altitude avec un axe orienté, donc Z, orienté vers le haut. Donc j'ai une première altitude qui est repérée par Z1, j'ai une deuxième altitude qui est repérée par Z2, et j'ai le point M1, donc à l'altitude Z1, le point M2 à l'altitude Z2, et ce qu'on peut déjà dire, c'est que la pression en M2, donc sur ce point-là, sera plus importante que la pression au point M1. Alors, on peut s'en rendre compte avec une petite expérience dont je vous avais déjà un tout petit peu parlé précédemment. Vous prenez une bouteille que vous remplissez d'eau et vous percez 3 trous à différentes altitudes et vous les débouchez en même temps. Et forcément, donc, la bouteille va se vider. Alors déjà, on constate que là, ça va sortir, il y a une force qui s'exerce perpendiculairement à la surface. Et c'est encore plus vrai que quand la pression est importante. Et on constate que c'est au plus profond de la bouteille pour lequel on va avoir le jet d'eau le plus fort, donc où la pression sera la plus importante. Donc si on perce des trous à différentes altitudes, hein, la force pressante, donc F égale P fois S, sera plus grande au fond de la bouteille, donc la pression, puisque la force pressante est proportionnelle à la pression, donc la pression sera plus importante et donc le jet d'eau sera plus fort. Alors la petite vidéo de l'expérience, pour cette petite vidéo, je mettrai son lien dans la description hein, et dans le diaporama, il suffit de cliquer pour avoir directement cette vidéo. Alors on peut montrer, chose importante, que dans un liquide, ça ne va pas, la pression ne va pas augmenter n'importe comment avec la profondeur. On va avoir la différence de pression entre deux points. Donc par exemple P1 moins P2 qui va être proportionnel, donc ça évolue mais pas n'importe comment, à la différence d'altitude entre ces deux points. Donc on va pouvoir établir une formule entre ces différences de pression et ces différences d'altitude. Alors pour un fluide incompressible et au repos, c'est important quand même de préciser dans quelles conditions on écrit ces formules, puisque quand on n'est pas au repos, eh ben, ça ne va pas être la même formule, hein, puisque ça ne va pas être la loi fondamentale de la statique des fluides, si on n'est pas au repos, hein, si on n'est pas statique. Donc on va avoir cette formule qui va s'écrire, qui va être que P1 moins P2 va être égal à ρ, G, donc ρ fois G, hein. Donc ρ c'est la masse volumique du fluide, du liquide, et G c'est l'intensité de la pesanteur, donc ça dépend évidemment de la pesanteur, c'est à cause de cette pesanteur tout ça, fois la différence d'altitude qui va être Z2 moins Z1. Donc vous avez sur le côté toutes les unités de cette formule, donc P1 et P2 ce sont les pressions au point M1 et M2, c'est l'unité officielle de la pression, donc en pascal. G, c'est la masse volumique du fluide en kg par mètre cube, donc si c'est de l'eau, 1000 kg par mètre cube, comme vous pouvez voir ici. G, c'est l'intensité de la pesanteur en newton par kilogramme, donc si on est sur Terre, 9,8 ou 9,81 newton par kilogramme. Et Z1 et Z2, ce sont les altitudes des points en M1 et en M2, et donc c'est en mètres. Donc ce qui nous intéresse, hein, c'est pas l'altitude par rapport à quoi, c'est la différence d'altitude de toute façon. Alors l'axe Z est orienté vers le haut, vous voyez ici, ce qui implique qu'on écrive P1 moins P2, donc vous voyez qu'on écrit d'abord le 1 et ensuite le 2, mais on va écrire Z2 moins Z1.
Donc quand on écrit l'altitude, on doit inverser les indices. Alors pourquoi on a ça? Parce que tout simplement, normalement, cette partie-là, dans la formule un peu plus complète de la dynamique des fluides, s'exprime de l'autre côté. Et dans ces cas-là, on va avoir P1 moins P2, c'est-à-dire la différence d'altitude, delta P, moins ρg, et cette fois ce sera Z1 moins Z2, qui sera égal à 0. Donc le delta P moins ρg delta Z sera égal à 0. Sauf que c'est plus simple dans la statique des fluides, comme on a que ces deux grandeurs qui interviennent, pression et altitude, de l'écrire de part et d'autre du signe égal, donc ça implique d'inverser les indices, ou alors vous mettez moins ρg, Z1 moins Z2. Voilà, donc il faut vraiment faire attention à cette petite chose, sinon vous n'allez pas avoir les bonnes valeurs en exercice. Alors justement, il y a une petite application, un exercice, donc direct de cette formule, donc en plongeant au fond d'une piscine, on peut avoir mal aux oreilles à cause de la pression exercée par l'eau sur les tympans. Donc on demande de calculer la pression au fond d'une piscine de 4 mètres de profondeur. Alors, la pression, on vous donne certaines valeurs. La pression atmosphérique, 1013 hectopascales. La masse volumique de l'eau et G. Donc le ρ fois G, on nous le donne toujours, bien sûr. Alors, la consigne, ça peut être que ça. Donc le schéma, ça va être à vous de le faire. Et c'est important de faire ce petit schéma, une petite piscine. Et on va considérer un point à la surface. Alors pourquoi je considère un point à la surface? Parce que tout simplement, on me donne la pression atmosphérique. Et la pression atmosphérique, elle n'est pas sous l'eau, elle est bien dans l'atmosphère. Et elle va être valable jusqu'à la surface de la piscine. Donc je prends un point M2 qui est juste à la surface. Donc l'eau qui est juste à la surface de la piscine, elle a bien cette pression qui est la pression atmosphérique. On a une égalité des pressions entre l'air et l'eau à la surface de la piscine. Et j'ai un point M1 donc au fond de la piscine, puisque c'est la pression que je recherche, la pression au fond de la piscine. Donc le point M1. Et donc une fois que vous avez ce schéma, vous allez pouvoir exprimer donc la pression P atmosphère qui va en réalité être la pression P2. Je cherche la pression P1. Alors au niveau des altitudes, on va donner une référence qui va être de 0 quand je suis au fond de la piscine. Donc Z égale 0 mètres au fond de la piscine. Et forcément, à la surface, si on a 4 mètres de profondeur, ça veut dire qu'ici, je suis à 4 mètres. Donc vous allez avoir Z2 qui va être égal à 4. Alors c'est toujours plus simple de prendre 0 et 4 que de prendre 0 en M2 et moins 4 en M1. Éviter les altitudes négatives, ce sera plus simple. On met toujours la valeur égale à 0 quand on est le plus haut en profondeur. Donc, on écrit clairement les données qu'on a. Au point M1, au fond de la piscine, j'ai Z1 égale 0 mètres et une pression P1 que je cherche, que je n'ai pas et qu'il va falloir calculer. Au point M2 à la surface, vous avez Z2 égale 4 mètres et la pression P2 qu'on a, qui est égale à la pression atmosphérique. Ensuite, on écrit la loi fondamentale de la statique des fluides. Il faut absolument l'écrire, donc P1 moins P2 égale ρg fois Z2 moins Z1. Et je regarde ce que je cherche. Ce que je cherche, c'est P2. Donc il va falloir exprimer P2 égale en fonction du reste. Donc le plus simple, c'est de faire passer moins P2 de l'autre côté du signe égal. Ça veut dire que vous allez avoir P2 qui va devenir positif. Vous faites plus P2 des deux côtés du signe égal. Et cette partie-là, et en fait, on cherche P1. J'ai dit P2, mais en réalité, on cherche évidemment P1. Donc comme ça, P1 va directement être tout seul du côté du signe égal. Donc on va en déduire P1 égale ρ fois G fois Z2 moins Z1, et j'ai mon moins P2 qui est devenu plus P2. Voilà, tout simplement, vous avez le plus P2 qui est ici. Alors on vérifie les unités.
G et ρ sont donnés dans les bonnes unités. La pression atmosphérique, je dois la convertir en pascal, donc fois 10 puissance 2, hein, on rajoute 2 zéros, et j'aurai la pression P1 en pascal également. Donc après, il ne reste plus qu'à faire l'application numérique. Rho fois G, donc ça fait 1000 fois 9,81, fois Z2 moins Z1, donc 4 moins 0, plus la pression atmosphérique, donc P atm, donc 1013 fois 10 puissance 2, et on trouve 1,4 fois 10 puissance 5 pascal, hein, si je respecte les chiffres significatifs, ce qui donne, si on voit la calculatrice, hein, donc 1405 hectopascal. Et on constate bien que cette pression est plus importante que la pression atmosphérique, hein, on a gagné 40%, donc c'est pas du tout négligeable. Voilà pour ce chapitre, il est complété.